En 25 ans, la part de la richesse mondiale possédée par les milliardaires a triplé. Aujourd'hui, les 10% les plus riches détiennent 76% de la richesse mondiale. En France, selon l'INSEE, en 2020, 9,3 millions de personnes étaient en situation de pauvreté. Tu l'as très certainement remarqué, voire ressenti au cours des 20 dernières années. Les riches sont de plus en plus riches, là où la classe moyenne, la moins aisée, perd du pouvoir d'achat. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi les riches ont de plus en plus de pouvoir et voient leur patrimoine augmenter aussi grandement année après année, et la différence qu'il y a principalement avec les classes un peu moins aisées, qui va expliquer l'écart qui se creuse entre ces deux groupes de personnes. La première chose qui explique qu'on a certaines personnes comme Bernard Arnault, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, qui ont autant de pouvoir et on a l'impression qu'ils contrôlent un petit peu le monde, c'est parce qu'ils ont créé des solutions qui sont utiles à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, Microsoft, c'est des millions, voire des milliards d'utilisateurs. Apple, c'est pareil. Tesla, c'est pareil et partout dans le monde. Amazon, c'est pareil. Partout dans le monde, les gens commandent sur Amazon. Ils ont des solutions qui plaisent au grand public ou à la majorité des entreprises et des solutions qui sont utilisées au quotidien. Donc forcément, quand ces solutions deviennent indispensables à la vie de tous les jours et que tout le monde les utilise, eh bien ça fait gagner en pouvoir, ça fait gagner en richesse parce que les gouvernements, les États ont tout intérêt à ce que ces produits soient disponibles dans leur pays. La deuxième chose qui fait que leur patrimoine augmente autant, c'est qu'ils possèdent tous des actifs. Quand tu regardes le patrimoine d'un Français moyen et le patrimoine d'un très riche comme Bernard Arnault par exemple, eh bien tu vois que le patrimoine du Français moyen, ça va être des assurances vie, éventuellement si c'est bien démerdé, des livrets, de l'épargne en cash et potentiellement pour certains un petit peu de fonds d'investissement et de l'immobilier qui a été acheté à crédit, la résidence principale et pourquoi pas, si tu avais un bon travail, une résidence secondaire. Pour ce qui est des milliardaires, même des multimillionnaires, ceux qui vivent très bien, on va dire, tu regardes leur patrimoine, c'est composé majoritairement d'actifs. Tu vas avoir beaucoup d'actions, soit les actions de leur entreprise, soit les actions d'autres entreprises dans lesquelles ils ont investi et également beaucoup d'immobilier. Vraiment, ces gens se concentrent pour avoir un maximum d'actifs. Tu l'as donc compris, l'écart se creuse entre ces deux catégories de personnes, principalement par la valorisation des actifs, c'est-à-dire que quand les actions LVMH explosent et atteignent des sommets historiques, c'est normal que la fortune de Bernard Arnault augmente autant parce qu'elle est composée à 50, 70, 80% d'actions LVMH. C'est ce qui fait que son patrimoine augmente. Maintenant, quelles sont les solutions pour ça, pour réduire un petit peu ces inégalités, pour faire en sorte que les riches ne dominent pas complètement le monde? Alors, une des solutions qu'on voit le plus souvent, c'est de taxer ces risques, de mettre plus de taxes pour eux et de potentiellement aussi commencer à taxer ces plus-values réalisées en bourse. Alors, elles ne sont pas réalisées, ces plus-values non réalisées en bourse, donc c'est les plus-values en cours. Alors, d'un côté, ça s'entend, parce que quand tu vois que la fortune de Bernard Arnault augmente de 50 milliards sur une année, bien tu peux te dire, putain, il augmente de 50 milliards, il paye même pas d'impôt sur ces 50 milliards qu'il a en plus, alors que moi, je me fais saigner, alors que j'ai un crédit immobilier à rembourser, et que sur ma fiche de paye, je vois que normalement, j'aurais dû gagner 3500 balles, et je n'ai que 2200 qui tombent sur mon compte. Donc, ça se comprend un petit peu les arguments qui vont en faveur de ça. Maintenant, il faut également voir l'autre côté du spectre et comprendre pourquoi c'est plus compliqué que ça en a l'air. Déjà, premièrement, pourquoi l'argument de taxer ces riches est arrivé sur la table? C'est parce que, on va prendre l'exemple d'Elon Musk quand il a fait l'acquisition de Twitter. Elon Musk n'est pas taxé sur ses plus-values non réalisées qu'il a sur ses actions Tesla parce qu'elles sont considérées comme non réalisées et que c'est un actif volatile, donc il y a du risque et que c'est possible que demain ça perde 50% de sa valeur. Ok, donc on peut dire qu'aujourd'hui il pèse 200 milliards, mais si les actions de Tesla s'effondrent de 70%, eh bien il perdra 50-70% de son patrimoine qui partiront en fumée. Et donc là, se dire qu'on a été taxé sur quelque chose qu'on repère juste après, c'est pas forcément faire. Et en plus de ça, si d'un coup Tesla arrête de monter en bourse ou n'a plus de bons résultats ou que la société chute, au final, il aura payé des impôts sur quelque chose qui n'existait pas. Mais d'un autre côté, ok, quand il a voulu racheter Twitter, on va dire à 45 milliards, 50 milliards de dollars, eh bien, comment il s'est fait financer? Il est allé voir des banques, il est allé voir des investisseurs et il leur a dit, écoutez, j'ai pas le cash pour acheter Twitter. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous me prêtez ce cash à des taux très intéressants et moi, en échange, eh bien, je mets en collatéral mes actions Tesla. Donc, ça veut dire, si je foire et que je suis pas capable de vous rembourser, vous prenez mes actions Tesla, elles sont à vous. Mais pourtant, ces actions Tesla, en faisant ça, eh bien, elles passent d'une plus-value qui n'existe pas vraiment, qui est juste sur du papier des actions qui montent, à du cash disponible dans l'économie réelle, dans la vraie vie. Parce que ces personnes ont pris le cash, lui ont donné, et en échange, elles ont ces actions Tesla. Elles les auront uniquement si Elon Musk ne paye pas ses dettes, mais au passe des actions qui auraient dû se faire taxer, parce
parce que la plus-value aurait entre guillemets été réalisée. Parce que à partir du moment où les actions Tesla sont utilisées en collatéral, c'est un petit peu comme s'il avait revendu ses actions, possédé du cash et qu'il utilise entre guillemets ce cash en collatéral. Donc c'est ce qu'on peut voir un petit peu ici. Pourquoi ça pose problème de ne pas les taxer, mais également que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il me semble que c'est le cardinal de Richelieu qui avait sorti une étude en France qui avait tout analysé et s'était rendu compte que plus on allait taxer les Français, plus on allait taxer le peuple, moins ils allaient avoir envie de produire. Donc là, si on commence à taxer des entrepreneurs qui créent des milliers d'emplois et quasiment dans tous les pays du monde, si on commence à les taxer de façon trop agressive, eh bien il va se passer qu'ils vont produire moins. Donc il y aura potentiellement moins d'emplois, moins de croissance, des produits qui seront peut-être de moins bonne qualité parce qu'ils y mettront moins d'efforts et investiront moins en recherche et développement, ce qui n'est pas positif pour la population, ce qui n'est pas positif pour le peuple. Donc tu vois ici, les politiques, le gouvernement, peu importe, ils sont un peu le cul entre deux chaises parce que d'un côté, soit ils vont taxer les riches et ils prennent le risque d'avoir beaucoup moins de production, beaucoup moins d'emplois disponibles parce qu'ils vont se retirer du pays, ou alors ils prennent aussi le risque qu'il y ait un exode. On le voit aujourd'hui avec tous les ingénieurs qui quittent la France après être diplômés, tous les médecins également, tous les entrepreneurs qui décident de quitter la France à cause de l'enfer fiscal que c'est. Eh bien voilà ce qui arrive quand on met trop d'impôts. Mais d'un autre côté, ça peut se comprendre parce que si cet argent qui n'est pas encore réalisé peut l'utiliser en collatéral pour financer sa croissance, etc., eh bien ça peut paraître un peu injuste. La notion qu'il faut bien que tu comprennes ici, ça va être la notion de risque et c'est ça qui explique un petit peu tout. Parce que la personne qui a accepté de prêter l'argent à Elon Musk dans l'exemple que je t'ai donné, elle accepte de prendre le risque que ses actions Tesla vont chuter de 50%. Okay, c'est un risque qu'elle accepte de prendre. Donc après, c'est son problème si ça se casse la gueule ou pas. Elle a choisi de prendre ce risque. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment taxé parce que les gens prennent le risque de conserver leurs actions alors qu'ils pourraient les revendre et avoir une somme d'argent assez énorme sur leur compte. L'autre chose à comprendre aussi, c'est que si les entrepreneurs se mettent à revendre comme Bernard Arnault qui se met à revendre ses actions LVMH, ça va drastiquement faire chuter le cours de l'action et donc potentiellement, déjà de 1, en revendant, c'est là qu'il va payer les impôts et en plus de ça, ça va faire chuter le cours de l'action et ce sera potentiellement pas vraiment bénéfique pour la société globale. La deuxième solution qui peut être mise en place, c'est des solutions qu'on voit beaucoup dans les régimes autoritaires comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord, où ce sont des interdictions. C'est-à-dire que certains réseaux sociaux, certaines entreprises sont totalement interdites dans le pays et personne ne peut accéder à leurs services. Donc là, c'est un bon moyen, disons, de contrer les multinationales et de leur dire, ben non, on vous veut pas dans notre pays, vous nous laissez nous démerder, on veut pas que vous veniez toucher à notre population. Maintenant, le truc qui est avec ça, c'est que ces pays l'ont fait avant même que le service soit utilisé dans leur pays. Si on prend un cas comme la France, par exemple, qui commence à dire, ben non, Meta, on veut plus de vous dans notre pays, donc vous dégagez. Est-ce que tu vois les Français accepter qu'il n'y ait plus Instagram, accepter qu'il n'y ait plus Facebook, accepter qu'il n'y ait plus WhatsApp? Ça risque d'être compliqué. Pareil pour d'autres choses. Un des exemples les plus récents, ça a été un petit peu avec les cheminots. Les cheminots de la SNCF, ils avaient acquéri des droits, des avantages, disons, de par leur métier, et il y a quelques années, on leur a dit, ben on va vous retirer ces droits. Donc forcément, ils ne sont pas contents. Alors même si on pourrait admettre que ces avantages qu'ils ont pu gagner, eh bien, ils servent plus à grand chose aujourd'hui parce que les temps ont changé et qu'on n'est plus dans les mêmes conditions de travail, ça fait toujours chier de se dire qu'on te reprend quelque chose qu'on t'avait donné. Donc ça, c'est très compliqué de gérer et donc c'est encore une fois, ça montre à quel point c'est une situation qui est difficile à gérer d'un point de vue macro. Donc maintenant qu'on voit les solutions macro, on va se concentrer sur le micro. Donc le micro, c'est à l'odeur de l'individu. Je ne sais plus si c'était Gandhi ou le Dalai Lama qui avait dit ça. Tu dois être le changement que tu aimerais voir dans le monde. Tu dois incarner ce changement. Bien, c'est exactement ça dans la solution micro. Tu vas avoir 3 solutions et il faut que tu comprennes que ces 3 solutions doivent être dans l'action. C'est-à-dire si tu restes dans la passivité, dans l'inaction, restes spectateur, tu n'auras absolument aucun contrôle et tu gagneras pas en pouvoir, tu ne gagneras pas en liberté, tu ne gagneras pas en richesse. Donc il faut être dans l'action et peu importe ce que tu choisis. La première solution, c'est la solution plus évidente pour les personnes qui galèrent beaucoup, c'est de manifester, c'est de montrer qu'on n'est pas content. Maintenant, si tu veux montrer que t'es pas content, c'est pas en allant casser les vitres du Fouquet's que tu vas faire quelque chose. Il faut vraiment que tu exprimes le pourquoi exactement tu n'es pas content et que tu commences aussi à proposer des solutions qui pourraient te plaire. Parce que râler, mais ne accepter aucune solution et ne pas proposer de solution, ça sert pas à grand chose si ce n'est faire chier le monde. Donc il faut avoir des solutions et râler pour des solutions, agir en fonction de ça. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, certaines personnes s'expatrient. Moi, il y a plein de points que je n'apprécie pas avec la France ou avec l'Europe. C'est pour ça que j'ai décidé de m'expatrier. C'est pas pour autant que je crache sur l'Europe ou quoi que ce soit. C'est juste que ça me plaît pas. Donc, je vais voir ailleurs. La deuxième solution, ça va être de créer de la valeur et d'avoir des postes à haute valeur ajoutée. Donc, de faire montrer tes connaissances. C'est-à-dire que, en règle générale, plus tu vas avoir des compétences qui sont recherchées, qui sont rares, plus tu vas pouvoir être payé, plus ta fortune va augmenter. Et ça, c'est quelque chose de très important. Également, en fonction de tes compétences, eh bien, tu peux créer ton entreprise. On l'a vu, la plupart des milliardaires, des personnes très aisées, sont des personnes qui possèdent des entreprises, qui ont créé des entreprises. Donc, t'as pas besoin de créer une entreprise qui va vendre à des millions de personnes à travers le monde. Mais des entreprises à leur échelle locale,
mondiales qui peuvent te permettre d'augmenter tes revenus parce que tu as une compétence unique, une compétence que tu peux partager et qui peut aider les gens. Il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que si tu aides des gens, tu seras gracieusement payé pour ça. Et le truc ici, c'est que plus il y aura de personnes à qui tu auras rendu la vie facile, plus tu gagneras de l'argent. La troisième solution, ça va être d'investir, de posséder des actifs. Plutôt que de laisser ton argent à la banque, de laisser des pseudo-experts gérer ton argent, va acquérir des actifs, va acquérir des actions en bourse, va acquérir de l'IMO, va acquérir de la crypto. Donc moi je dirais étape 1, grossis personnellement, développe des compétences pour gagner plus d'argent, pour prétendre à de meilleurs revenus, que ce soit via l'entrepreneuriat ou via le salariat. Ok, il y a des salariés qui sont très bien payés et qui font un job extraordinaire et qui sont très importants pour la société. Donc peu importe si tu choisis d'être entrepreneur ou pas, la question n'est pas là, la question c'est de monter tes compétences pour devenir une perle rare et apporter un maximum de valeur. Parce que plus tu apporteras de la valeur, plus tu gagneras de l'argent. Et cet argent que tu gagnes, investis-le intelligemment. Possède des actifs. N'aie pas peur de te planter quand tu investis. Va investir en bourse, va investir en IMO, va investir dans les cryptos, investis un petit peu dans tout ça. Moi, j'ai un penchant pour la bourse parce que c'est là où je suis spécialisé. Mais j'ai des amis qui sont plus IMO, des amis qui sont plus crypto. Je pense que toucher un petit peu à tout ne te fera pas de mal et comprends bien que moins tu posséderas de cash et plus tu posséderas d'actifs, plus tu augmenteras ta liberté et plus ton patrimoine grossira avec le temps. C'est le meilleur moyen aujourd'hui de combattre l'inflation, d'augmenter tes niveaux de vie, d'augmenter ton pouvoir d'achat et ta liberté de décision. Pour conclure cette vidéo, tu comprends bien que la domination dans le monde qui ont les milliardaires, elle est beaucoup plus complexe que ce que tu peux imaginer. On va ajouter à ça les théories du complot et tout le monde se perd entre qui est gentil, qui est méchant. Je pense que si tu veux vraiment avoir un impact positif sur ta vie et sur ton entourage, concentre-toi sur toi. Arrête d'essayer d'être dans les théories du complot ou pas. Parce que regarde, même si elles sont vraies, qu'est-ce que ça aura changé à ta vie? Ta vie restera la même. Tu auras peut-être été le gars qui 5 ans avant aura dit oui, cette théorie du complot, tu voyais, je vous l'avais tous dit. Mais au final, tu as toujours une vie de merde. Tu n'as rien fait avancer dans ta vie. Donc arrête d'aller dans toute cette inaction, dans toute cette pensée, se critiquer, etc. Passe à l'action, mets des actions en place. C'est dans le mouvement que tu pourras augmenter ta liberté, que tu pourras gagner en richesse, que tu pourras t'élever. Sans mouvement, tu n'iras nulle part. Donc concentre-toi sur bouger de ton côté. En bougeant de ton côté, tu donneras probablement de la force aussi à ton entourage de bouger petit à petit avec cet effet d'échelle. Ça augmentera et tous les gens autour de toi bougeront. Ok, mais ne fais pas l'inverse, ne râle pas, etc. Sois dans l'action. Être dans l'action est ce qu'il y a de plus important. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de toutes ces situations, des solutions aussi que tu vois pour régler ce genre de problème entre guillemets. Tu as également en lien dans la description une liste de 43 entreprises qui sont sous-évaluées, qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Tu peux y accéder gratuitement via le lien qui se trouve sous cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.